Bonjour à tous. Je voulais aussi rendre un hommage mesuré à Jean-Philippe Kalala Omotunde, qui nous a quittés le 14 novembre dernier, pour sa contribution à l'éveil de notre communauté. À la suite des savants comme Cheikh Anta Diop, Jean-Philippe Kalala Omotunde, auteur, égyptologue, chercheur en histoire, spécialiste des sciences et mathématiques africaines et des humanités classiques africaines, chargé de mission à l'UNESCO, a participé à la déjavélisation de l'histoire officielle. Il a permis aux jeunes et moins jeunes de notre communauté, surtout à ceux de notre diaspora aux Antilles, en prise avec l'eurocentrisme des programmes scolaires et la propagande médiatique falsificatrice de notre histoire, de lever la tête et trouver dans nos civilisations antiques des raisons d'être fiers d'eux-mêmes. Car oui, les Africains ont écrit, calculé, pensé et construit des édifices selon des procédés non encore élucidés de nos jours. Et ils n'ont pas entendu les Blancs pour le faire, car nous sommes les premiers à avoir foulé le sol de cette terre bien avant eux. Oui, les Noirs ont posé les bases scientifiques, philosophiques et spirituelles de toutes les civilisations que nous connaissons, y compris les leurs. On ne peut pas enlever à Jean-Philippe Kalala Omotunde son amour pour l'Afrique et son souci réel de la voir reprendre les rênes de son destin. Même si la coutume est de couvrir d'éloges une personne qui vient de décéder, je vais y déroger et apporter un bémol à tout ce que je viens de dire, car Jean-Philippe Kalala Omotunde n'a pas, à mon sens, dit toute la vérité, tout ce que notre communauté a besoin de savoir sur l'Égypte antique. Car oui, la Maison Afrique ne pourra se rebâtir que sur des fondements solides, sinon pas du tout. Et ces fondements sont la vérité totale sur son histoire, ses hauts faits, mais aussi ses méfaits. Pourquoi l'Égypte a-t-elle été déchue durant qu'elle occupait? Pourquoi des peuples moins civilisés ont pu dominer sur elle? Je vous laisse écouter un court extrait où, justement, un journaliste lui pose cette question et écoutez la réponse qu'il donne. Découvert le fonctionnement de la carte mère dans un objet d'art sacré. Donc la chose, c'est que sommes-nous capables aujourd'hui de décoloniser le regard pour regarder la production matérielle et immatérielle africaine avec sa dimension réelle? À la fois la dimension théosophique parce qu'elle est importante, la capacité d'unir les hommes autour du même idéal de valeur, mais de nous projeter dans la technologie la plus avancée. Professeur, peut-être avant de poser ces questions extrêmement importantes, nous voulons bien savoir qu'est-ce qui s'est passé d'après vos recherches aussi pour que l'Afrique se retrouve au niveau où elle est aujourd'hui en train de courir après les autres. Oui, totalement. Vous savez, ce que vous avez dit, oui, c'est-à-dire que c'est la meilleure des connaissances. totalement. Alors il faut savoir une chose, c'est-à-dire ce qui nous est arrivé, finalement, je dirais que c'est quelque chose de logique, la situation d'aujourd'hui. Ce n'est pas anormal ou paranormal. Premièrement, nous avons toujours été confrontés à une coalition de peuples qui venaient nous attaquer. Regardez la somme des peuples qui ont attaqué l'Égypte antique sur des périodes très courtes. Regardez l'esclavage, c'est toute une coalition de peuples qui nous ont attaqués. C'est le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, enfin la liste est interminable. La colonisation avec la conférence de Berlin, c'est encore des nations. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une chose extraordinaire, c'est que l'Afrique n'a pas eu l'opportunité d'être attaquée par un seul peuple, toujours attaquée par une coalition de peuples. Mais vous savez, si moi je suis souverain et j'ai un empire avec 200 000 guerriers, quand j'affronte l'armée portugaise, je perds quand même des hommes, même si je gagne. Mais si l'armée espagnole vient après, si l'armée anglaise vient, l'armée danoise, l'armée hollandaise, à un moment, j'ai plus d'hommes pour me battre, je perds la maîtrise des choses. Quelle est la première marque de la défaite? La première marque de la défaite, c'est de vous priver de votre système de transmission de la connaissance. Donc, la transmission de la connaissance se fait par le dominateur. Donc, il apprend en fait de la sous-pensée pour garder les hommes finalement sans esprit critique. Puisque le but du jeu, c'est qu'on ne peut pas imposer la force toujours par la force, il faut l'asseoir par une domination du cerveau. Mais professeur, est-ce qu'il n'y a pas de responsabilité endogène aussi? Alors, là-dessus, le problème de fond, je vous dirais qu'il y a ce qu'on appelle en histoire le rapport de force. Dès que vous n'avez pas le rapport de force, les schémas sont toujours les mêmes.
C'est-à-dire que le problème le plus important, c'est la notion de rapport de force. Nous, on a eu, tout autant qu'on a eu le rapport de force à égalité avec l'Égypte, on s'en est quand même sorti plus de fois qu'on est resté, même si vers la fin, ça a été catastrophique. Mais avec la période impériale, quand les autres arrivent avec un armement que nous découvrons, une technologie militaire avec les canons, toutes ces choses-là, ça, canons mitraillettes, il faut admettre que, premièrement, je n'ai pas vu de souverain dire on ne va pas au combat. Tout le monde a été au combat, même les femmes du Dahomey, vous avez vu les Amazones, comment elles ont été au combat. Et pourtant, même en Afrique du Sud, il y a les Zoulous, face à une canonnière anglaise, il faut avoir du courage pour y aller. Ils y ont été. Maintenant, le problème, c'est que l'Afrique néglige une chose, c'est le défi technologique. Parce que tout autant que l'Afrique n'aura pas réglé la problématique du défi technologique, elle restera dans cette situation de vassalité. La deuxième chose qui est quand même un enjeu sérieux, l'Afrique doit se désolidariser des schémas de production d'énergie que nous avons jusqu'à présent à la surface de... Voilà, vous avez entendu sa réponse. En faisant des sauts dans le temps invraisemblables et en comparant des époques totalement différentes, une Égypte antique puissante et une Afrique déjà affaiblie lors de l'esclavage et de la colonisation, il a fait de la coalition des nations la cause de la chute de l'Égypte. Comment se satisfaire de cette réponse lorsqu'on a de nombreux exemples dans l'histoire, passée et surtout récente, où des nations, faibles économiquement et militairement, ont pu défendre leur territoire, pas seulement contre des coalitions, mais pire, contre des superpuissances militaires. Et je pense en premier lieu aux Vietnamiens qui, en 1975, ont défait la nation la plus puissante du monde, les Américains. Et je pense aux Somaliens qui, en 1994, ont mis en déroute la même armée américaine, encore plus puissante qu'en 1975. Et je pense enfin aux Afghans qui, en 2021, en ont fait de même et ont foutu dehors ces superpuissants américains. Par ailleurs, toujours dans ce même extrait, que je vous invite à réécouter si vous n'avez pas prêté attention, le journaliste a posé une question très pertinente, celle de la responsabilité endogène, c'est-à-dire la responsabilité des Noirs eux-mêmes, des Égyptiens eux-mêmes, sur la déchéance qu'ils ont connue. Et là encore, la réponse de Jean-Philippe Kalala Omotunde a été d'éluder, à mon avis, la question, puisqu'il a parlé de rapport de force. Si on reprend l'exemple des peuples qui ont résisté à l'armée la plus puissante du monde, le rapport de force n'était pas non plus en leur faveur. Jean-Philippe Omotunde Kalala n'avait pas vraiment répondu aux questions du journaliste, tant on le voyait que pour lui l'important était de parler du potentiel de l'Afrique pour se reconstruire. Ce faisant, il adoptait le même discours de minimisation de la responsabilité des Noirs dans leur propre marasme. Or, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de reconstruction possible de l'Afrique si la vérité continue à être cachée sur l'errance majeure de l'Égypte, fille génétique et spirituelle de Babylone la dépravée. Car la vraie raison de la chute de l'Égypte, et je le répète, c'est la spiritualité dévoyée que pratiquaient les Égyptiens. Ayant perdu la relation privilégiée avec le Créateur de toutes choses, qui leur avait accordé prospérité et protection, ils ont sombré dans une déliquescence morale, sociale et aussi militaire. J'en veux pour preuve les propos peu connus d'Aristote, qui, bien que reconnaissant la négro-africanité des Égyptiens, a pourtant dit d'eux « Ceux qui sont excessivement noirs sont couards ». Ceci s'applique aux Égyptiens et aux Éthiopiens. Le mot couard est un terme du langage soutenu, dont le synonyme est pleutre. En français courant, on dit lâche. Voilà, les Égyptiens ont été décrits par leurs contemporains grecs comme des lâches. Pour le dire plus clairement, face à des hommes moins civilisés, mais virils, les pharaons égyptiens n'ont certainement pas pu aligner des hommes, sinon en quantité, en tout cas en qualité. Voilà ce qu'étaient devenus les Égyptiens, des femmelettes. Renseignez-vous sur le rite égyptien que les grands producteurs et rappeurs afro-américains imposent aujourd'hui encore aux jeunes hommes qui veulent devenir des stars de la chanson. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. En promouvant le kamitisme, et donc le retour à la spiritualité égyptienne
dont on sait qu'elle a été totalement dévoyée, Jean-Philippe Omotunde Kalala a peut-être entraîné la jeunesse africaine et afrodescendante sur la pente glissante empruntée par l'Égypte et qui l'a conduit à sa propre perte. Jean-Philippe Omotunde Kalala a maintenant les yeux ouverts sur ces vérités qui nous échappent encore. Il a enfin vu cet Osiris qu'il voulait voir ressusciter. Il sait maintenant s'il avait fait ou non le bon choix en acceptant de le servir. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour les pouces en l'air, pour les commentaires et les partages. Et je vous dis à très vite.